Alors, le choix de la thématique de la réparation s'est fait il y a plusieurs mois, cher Jean-Pierre, hein, et l'honneur que vous nous faites, Monsieur le Premier ministre, d'être des nôtres aussi. Mais au moment où nous travaillions, hein, c'est avec le I, avec Jean-Pierre Hulot et tous les membres du comité de pilotage que je salue, qui aurait pu penser que la France serait dans une telle situation aujourd'hui, coincée que nous sommes entre deux tours. Et vous avez cette particularité, cher Alain Juppé, d'être à la fois avec une hauteur de vue, une vision, une stratégie, et être en proximité aussi. On parle beaucoup de personnalités politiques qui sont hors sol. Or, vous avez cette proximité, et permettez-moi cette petite allusion, ce pont entre la vision d'un côté et la proximité de l'autre. Et votre présence va nous aider à y voir beaucoup plus clair dans ce brouillard démocratique. Je vous demande d'applaudir très chaleureusement Monsieur Alain Juppé, qui nous rejoint. Je vais vous laisser, Alain Juppé, devant nous tous, vous saisir d'un micro, et puis je vous rejoindrai, installez-vous ici, voilà, je vous rejoindrai pour un échange, puisque vous le savez, la particularité de DPA, c'est évidemment cette proximité et cet échange avec des questions que vous ne manquerez pas de poser à Alain Juppé et à nos autres intervenants qui nous rejoindront sur les différentes tables rondes. Réparer l'idéal démocratique, Alain Juppé, vaste sujet. Bonjour à tous. Je voudrais d'abord vous remercier de me donner l'occasion de m'exprimer devant un public qui ne ressemble pas tout à fait à ceux auxquels je suis habitué. Et j'ai pu ressentir hier soir dans ce délicieux dîner, délicieux dans tous les sens du terme, dans ce beau jardin de la maison Jean Villard, au pied du Palais des Papes, un sentiment de lien, de complicité entre les participants que le mot de partenariat résume bien, je crois. Merci surtout à Jean-Pierre Hulot de m'avoir demandé de venir m'exprimer un peu devant vous. Quand vous m'avez parlé, cher ami, de réparation, j'ai tout de suite pensé à ma machine à laver qui est en panne et à ma voiture dont l'aile droite est cabossée. Et puis je me suis dit que ça ne pouvait pas être le thème de ce colloque. Alors j'ai pensé ensuite que c'était peut-être un moment de militantisme écologique. Réparons. Ne jetons plus. Essayons de lutter contre l'économie de l'obsolescence programmée pour aller vers l'économie du recyclage. C'est une ambition que je partage tout à fait. J'étais récemment à Saint-Cyr-l'École et j'inaugurais une ressourcerie. C'est un endroit où on répare les vieux vêtements et les vieux objets. Et puis je me suis dit que j'ai aussi, écrit un ouvrage qui s'intitule « Je ne mangerai plus de cerises en hiver ». Ça veut dire que je suis sensible à ces thèmes écologiques. Et puis je me suis dit que la réparation peut ne pas se limiter au monde des objets, qu'elle peut aussi concerner les êtres humains. La chirurgie réparatrice reconstruit les corps abîmés. Et pourquoi ne pas chercher à réparer les esprits abîmés? Et la réparation a à l'évidence une dimension morale. Il est bon, par exemple, de réparer ses torts. Alors aussi, je me suis demandé si vous m'invitiez à faire une séance d'autocritique personnelle, collective, pour confesser toutes les fautes que j'ai pu commettre dans ma longue vie politique. Bon. Et puis j'ai fini par atterrir dans un domaine qui m'est plus familier, qui est celui de la politique, et en me demandant s'il y avait là aussi matière à réparation. D'où l'intitulé que nous sommes convenus de donner à mon intervention, « Réparer l'idéal démocratique ». Je ne pensais pas m'exprimer entre les deux tours d'une élection qu'on qualifie volontiers d'historique. Juste une petite précaution oratoire, je suis lié par un devoir de réserve, de neutralité, d'impartialité. J'ai prêté serment devant le président de la République et donc je ne descendrai pas dans l'arène électorale au risque de vous décevoir. Une anecdote pour amorcer la réflexion, peut-être. J'étais il y a peu de temps devant un public d'étudiants de Sciences Po, à Amiens, pas à Paris, et je leur expliquais ce qu'est l'office du Conseil constitutionnel. Puis vient le moment du débat. Première question d'un étudiant. Comment pouvez-vous justifier que le Conseil constitutionnel puisse passer outre à la volonté du peuple? Il s'agissait de la loi sur l'immigration.
et de la censure que le Conseil constitutionnel avait prononcée sur une trentaine d'articles de cette loi. J'avoue que je suis resté quoi. Et je me suis dit qu'il fallait tout reprendre à la base, y compris devant des étudiants en droit, peut-être même en droit constitutionnel. Reprendre l'analyse des fondements de l'état de droit, de la hiérarchie des normes, de la séparation des pouvoirs, bref, de la démocratie. Il y a visiblement là matière à réparation. Je ne vais pas, je vous rassure, me lancer dans un débat théorique sur les différentes conceptions qu'on peut avoir de la démocratie. J'ai relu par hasard Rousseau et sa critique radicale du principe même de la représentation. Il a des phrases définitives, je le cite, « Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants. Toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle, ce n'est point une loi. » C'est la condamnation totale de la démocratie représentative. Ça a marché à Athènes, ça marche, paraît-il, en Suisse. Je ne suis pas sûr que ça marche chez nous. Et donc je préfère m'en tenir aux maximes d'un auteur qui m'est très cher, sur lequel j'ai écrit un petit livre il y a quelques années, qui est Montesquieu, dont la pensée, après plusieurs siècles, reste d'une brûlante actualité. Je le cite, « C'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. C'est pourquoi il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Il écrit encore, « Lorsque dans la même personne ou le même corps de magistrature, la puissance législative est réunie à la puissance exécutrice, il n'y a point de liberté. Car on peut craindre que le même monarque ou le même Sénat fasse des lois tyranniques pour les exécuter tyranniquement. » Le même monarque, le même Sénat, et j'irai plus loin, le même peuple. Et j'ai fini par oser répondre à mon étudiant que le peuple peut se tromper. Et les exemples historiques ne sont pas rares. En 1932 ou 1933, je ne sais plus, ou 1934, c'est le peuple allemand qui élit Hitler dans des élections parfaitement transparentes. Les Russes ont idolâtré Staline. Et les Chinois lisaient le Petit Livre rouge comme une Bible. Donc la démocratie ne se limite pas simplement à l'exercice du suffrage universel qui peut dériver ou déraper. Et c'est pourquoi, en 1789, les auteurs de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, inspirés peut-être par Montesquieu, ont écrit dans l'article 16 de cette déclaration « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. » Alors, je cite cette déclaration parce qu'elle remonte à 1789, mais elle fait partie aujourd'hui du bloc de constitutionnalité sur lequel le Conseil constitutionnel s'appuie pour rendre ses décisions. Très souvent, dans nos décisions, nous visons des articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen sur certaines libertés fondamentales. Constitution, donc, il m'arrive de définir la Constitution comme l'ensemble des règles que le peuple se donne à lui-même pour prévenir ses propres emballements ou ses propres dérives. Et c'est la raison pour laquelle la Constitution, c'est la loi des lois. Un de nos prédécesseurs au Conseil constitutionnel avait même dit qu'il ne fallait y toucher que d'une main tremblante. En France, on a eu 14 constitutions, je crois, depuis 1789, et l'actuelle a été souvent révisée. Donc, Constitution, c'est la loi des lois. Et l'état de droit, c'est cette conception de la hiérarchie des normes. Au sommet, la Constitution, les lois, le pouvoir réglementaire. Et une bonne démocratie, c'est une démocratie dans laquelle, à chacun de ces étages, il y a un mécanisme qui permette de vérifier le respect de cette hiérarchie. Et c'est principalement le rôle du Conseil constitutionnel, dont la tâche consiste à vérifier que les lois respectent bien les règles constitutionnelles et celles du bloc de constitutionnel, pas plus. Nous ne sommes pas un gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement des juges, contrairement à ce qu'on attend dire matin ou midi ou soir. Pour la bonne raison d'abord que nous ne pouvons pas nous autosaisir. Nous ne pouvons travailler que lorsque nous sommes saisis par d'autres. Ce qui est amusant en ce moment, c'est que ceux qui nous prennent pour cible, je ne citerai aucune formation politique en particulier, passent leur temps à nous saisir chaque fois qu'une nouvelle loi est votée, en nous renvoyant le bébé.
C'est même parfois le président de la République ou le Premier ministre qui leur envoie le bébé de lois qui viennent d'être votées et dont ils pensent qu'elles sont anticonstitutionnelles. Vous voyez que c'est assez curieux. Voilà, ces principes fondamentaux que j'ai rappelés peut-être trop longuement et que vous connaissez parfaitement sont aujourd'hui méconnus ou critiqués. Et j'y vois le signe d'une crise de notre démocratie représentative. Je crois qu'on peut dire qu'en France aujourd'hui, la démocratie est en crise, qu'elle est même malade. Et si je ne craignais pas de plagier une éminente personnalité, je dirais même que notre démocratie est mortelle. Et que plus généralement autour de nous, sur la planète, les démocraties sont mortelles. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, quand je parle de maladie, quels sont les symptômes ? Je voudrais en citer quelques-uns rapidement, sans m'y attarder. D'abord, j'avais mis en tête de mon analyse le taux d'abstention très élevé aux élections. Ça dépend des moments. Aux dernières élections municipales à Bordeaux, c'est une ville que j'ai choisie au hasard pour illustrer mon propos, naturellement, et le taux d'abstention, la participation a atteint 37%. 60 et quelques pourcents d'abstention. Voilà. Alors, il est vrai que nous avons voté à ce moment-là, en plein Covid. Bon, cela peut expliquer les choses, mais enfin, la tendance de long terme, notamment chez le jeune public, a été l'augmentation de l'abstention. On m'objectera que dimanche dernier, nous avons eu un taux de participation historique qui a frisé les 70%, parce que nous sommes dans des situations tout à fait exceptionnelles, où tout d'un coup, le peuple s'est rendu compte que le pouvoir est au bout de sa main et au bout de son bulletin. Est-ce que c'est un redressement exceptionnel, temporaire? Est-ce que c'est une tendance longue? On verra. D'autres symptômes de cette crise de la démocratie, en revanche, me semblent plus permanents. D'abord, l'effacement des partis dits de gouvernement, ce que nous avons connu en France pendant des décennies, au profit des partis qu'on qualifie à droite ou à gauche d'extrême. Une constante, qui n'est pas spécifiquement française, mais qui est solidement installée chez nous, le discrédit des hommes et des femmes politiques, qui sont réputés menteurs, impuissants de façon générale, et de toute manière tous pourris. L'hystérisation du débat politique, au détriment de toute modération de l'expression et maintenant aussi de la pensée. La montée du populisme, que j'ai défini parfois comme l'attitude qui consiste à considérer que le peuple a toujours raison. Je dois donc lui dire ce qu'il souhaite entendre, même si je sais que c'est faux. Et nous avons quelques exemples actuels. Enfin, le regain de popularité des hommes forts et des régimes autoritaires, bien au-delà de nos frontières. J'y reviendrai aussi dans un instant. Voilà rapidement le diagnostic posé. Les causes du mal, là aussi j'irai vite. Une transformation profonde qui a été bien analysée il y a déjà plusieurs années par un politologue que j'aime bien, Pierre Rosanvallon, qui a opposé la démocratie d'exercice à la démocratie d'autorisation. La démocratie représentative, c'est une démocratie d'autorisation. Je vote pour vous et je vous autorise à décider pour moi pendant 5 ans ou 6 ans. La démocratie d'exercice, je ne souhaite pas renoncer à mon pouvoir de décision pendant 5 ou 6 ans. Je veux continuer à participer à l'élaboration, à la prise de décision, même si j'ai élu quelqu'un pour me représenter. Je crois que c'est une tendance très profonde dans nos sociétés qui peut s'expliquer par l'élévation du niveau moyen d'éducation, de formation, d'information de nos concitoyens. Quand je dis ça, je sais qu'on va m'opposer la déroute de notre éducation nationale, l'illettrisme, etc. J'ai vu dans le dernier livre d'Édouard Philippe, livre que je cite là aussi au hasard, sans orienter vos lectures naturellement, que le taux de bacheliers dans une génération au début du XXe siècle était de 3 ou 4%. Aujourd'hui, 90%. Alors, ce n'est pas le même bac, naturellement. Mais c'est quand même révélateur d'un changement profond dans ce niveau moyen d'éducation, de formation, d'information des citoyens, qui désormais considèrent qu'ils sont en mesure de prendre la parole et de décider. Et puis, bien sûr, troisième facteur d'explication, le développement des réseaux sociaux, où chacun peut donner son opinion, de préférence sur un sujet sur lequel il n'a aucune compétence. C'est là-dessus, naturellement, qu'on interroge. Ou sous le couvert de l'anonymat, ce qui permet la circulation des mensonges les plus grossiers et des fantasmes complotistes les plus ridicules. Voilà.
Alors, on renonce à la démocratie représentative. On prête à Winston Churchill, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont prêté cette phrase, l'affirmation selon laquelle c'est le pire des régimes à l'exclusion de tous les autres. Donc je crois que la seule solution, ce n'est pas de s'en séparer, mais de la réparer, de régénérer la démocratie représentative, sans doute en instillant davantage de la démocratie participative, en redonnant la parole aux citoyens. Ça me frappe beaucoup dans les micro-trottoirs qu'on voit en ce moment à la télévision, quand on interroge les gens, qu'est-ce qui ne va pas? On ne m'écoute pas, on ne me considère pas, on m'ignore. On étant, évidemment, les élites parisiennes. Comment faire pour essayer d'engager ce renouveau, cette renaissance? Je prends ce mot avec prudence dans le contexte actuel. Il y a une certaine charge politique. J'énumère là aussi les pistes sinon de solution, du moins de recherche. Rapprocher la décision du citoyen et donc organiser une nouvelle vague de décentralisation. Nous sommes dans un pays qui est encore très centralisé. Éric Woerth, le sage Éric Woerth, un homme politique que je connais bien et que j'apprécie, vient de faire des propositions en ce sens, qui sont relativement prudentes. D'ailleurs, il a notamment renoncé à s'attaquer à ce qu'on dénonce comme un mal de notre organisation territoriale, c'est-à-dire le millefeuille. Je ne sais pas si vous avez en tête l'organisation de la région Île-de-France. Là, c'est le comble de ce que l'imagination française peut concevoir. Il y a une région qui est compétence en matière de transport. Il y a une métropole du Grand Paris qui regroupe un certain nombre de départements de la région et qui a compétence en matière d'urbanisme. On peut donc faire de l'urbanisme sans avoir la compétence transport, et réciproquement. Il y a ensuite 8 départements. Il y a des établissements publics territoriaux qui regroupent certaines intercommunalités. Il y a des intercommunalités et il y a des communes. Voilà l'organisation administrative de la région Île-de-France. Tout le monde est persuadé que c'est absurde, que c'est générateur de coûts supplémentaires, inutiles. Personne, pour l'instant, n'a pu y toucher parce qu'à chaque étape, il y a un président ou une présidente. Donc la décentralisation, on verra ce qui sort de ces propositions d'Éric Woerth. Deuxième voie de réflexion, peut-être, développer les outils de démocratie directe. Le référendum, bon, on en parle. Moi qui me rattache à la filiation gaulliste, je ne peux pas ne pas attacher une grande importance au référendum, bien sûr, à condition qu'on ne monte pas des usines à gaz qui sont totalement inapplicables. C'est ce qu'on a fait en 2008 en créant le référendum d'initiative partagée. On s'est ému que le Conseil constitutionnel retoque dans la période récente 5 projets de référendum d'initiative partagée. Parce que les conditions qu'on a mises pour que ça aboutisse sont telles que ça ne peut pas marcher. Il faut d'abord 25% de signatures de parlementaires, ça c'est pas trop difficile. Après 10% de signatures d'électeurs, 4,9 millions. C'est déjà relativement ambitieux. Ensuite, il faut que le texte soit conforme à la Constitution, et notamment à son article 11, qui limite les sujets sur lesquels on peut procéder à un référendum, fût-il d'initiative partagée. Et puis enfin, si au bout de tout ça, qui peut durer 6 mois plus 9 mois, il suffit que l'Assemblée nationale ou le Sénat examine le texte pour qu'il n'y ait plus de référendum. Donc c'est l'exemple même d'une usine à gaz qui a été montée pour ne pas marcher. Donc si un jour on veut faciliter le recours au référendum, il faudra être cohérent avec les objectifs qu'on se fixe. Autre méthode de démocratie directe, les conventions citoyennes. Bon, c'est vous qui m'expliquez, je crois, les biais que ces conventions citoyennes peuvent représenter du fait de leur mode de sélection. Les grands débats. Nous avons eu après les Gilets jaunes des grands débats. Je crois que le record de grands débats du président de la République, j'ai vérifié ça il y a longtemps, il n'y a pas peu de temps, c'est 8 heures de débat non-stop. Enfin, de débat, de monologue, naturellement. Et puis j'ajouterai dans les pistes de solutions peut-être quelque chose de plus curieux, mais je crois que nous avons besoin de développer dans ce pays une culture d'évaluation de l'action publique. On fait des lois, on n'évalue jamais les résultats auxquels on aboutit. Donc, culture d'évaluation combinée à un choc de simplification. Ça fait 40 ans que je fais de la politique, et ça fait 40 ans que j'entends annoncer un grand train de simplification. Voilà, j'attends toujours. Et je me réfère là aussi à Montesquieu.
légiférons moins. Montesquieu a cette phrase extraordinaire: quand il n'est pas nécessaire de faire une loi, il est nécessaire de ne pas en faire. Je voulais la faire graver au fronton de l'Assemblée nationale, je n'y suis pas arrivé. On fait des lois sur tout. La dernière loi, je ne crois pas qu'elle ait abouti, celle-là, mais qui m'a vraiment plongé dans la plus grande perplexité, c'est qu'on voulait rendre obligatoire, faire un devoir de visite en cas de divorce du père qui n'avait pas, enfin du parent qui n'avait pas la garde de l'enfant. Il faut une loi pour ça. Ou bien les parents ont trouvé un modus vivendi, et naturellement ils se rendent visite, ou bien ils sont fâchés et c'est pas la loi qui va arranger le problème. Voilà, on fait trop de lois, on fait trop de normes. Pompidou exprimait les choses de façon beaucoup plus directe que Montesquieu, qui avait une langue subtile. Pompidou disait, vous vous souvenez, on l'a recité à l'occasion de l'anniversaire de sa mort: n'emmerdez pas les Français. Et puis enfin, dernière piste de solution, peut-être la pédagogie des principes fondamentaux de la démocratie, que j'ai rappelé à un instant. Alors on va me dire, l'éducation, l'école, c'est vrai. On attend tout de l'école, peut-être trop. Voilà donc ce que je voulais vous faire partager sur ce que je diagnostique pour ma part comme une crise de notre démocratie. Mais je voudrais, si vous avez encore un peu de patience à m'écouter, porter le regard au-delà des limites de l'Hexagone et regarder ce qui se passe autour de nous et constater que la démocratie et le recul de l'idéal démocratique se répandent partout dans le monde aujourd'hui. Nous avons vécu depuis 3 ou 4 décennies un fantastique chamboulement géopolitique. En novembre 1989, j'étais à Berlin, au pied du mur. J'ai des souvenirs très marquants, celui d'une famille entière qui venait de Hambourg. Les enfants avaient un petit marteau et ils détachaient des morceaux du mur. Donc 1989, Fukuyama, la fin de l'histoire, la démocratie a définitivement triomphé, l'économie de marché aussi, Alain Minck écrit un livre qui s'appelle « La mondialisation heureuse », le multilatéralisme est à la mode, etc., etc. 30 ans après, Poutine décrète la mort du libéralisme comme idéologie. Le multilatéralisme est partout en panne. L'Organisation mondiale du commerce est bloquée, par les Américains d'ailleurs, en l'espèce. Et surtout, on voit partout se rétrécir l'espace des démocraties au profit des régimes autoritaires, des dictatures. Et on a même inventé cet oxymore qui est extraordinaire, qui est la démocratie illibérale. Voilà. Et je vous renvoie à ce qui s'est passé sur la planète depuis quelques années. J'ai écrit dans mon dernier livre que j'avais sans doute été naïf quand j'ai cru au printemps arabe, 2011. C'est pas si lointain. Je me suis dit que peut-être la démocratie allait s'étendre dans cet espace très vaste qui va du Maghreb jusqu'au Moyen-Orient. Fiasco total. Nous sommes intervenus en Libye, c'est le chaos. Nous ne sommes pas intervenus en Syrie, c'est aussi le chaos. Donc les printemps arabes ont fait pchit, si je puis dire. On voit se multiplier en Afrique les coups d'État, un petit peu partout. Le taux de mortalité des démocraties est extrêmement élevé. Et en revanche, celui de la popularité des tyrans est extrêmement élevé aussi. Aujourd'hui, le modèle de chef d'État en Afrique, c'est le président du Rwanda, qui est un grand démocrate. Regain des nationalismes, panne de la mondialisation et du multilatéralisme, et puis, pour couronner le tout, bien sûr, le retour de la guerre en Europe. Dans la période que j'évoquais à la fin du siècle dernier, on touchait les dividendes de la paix. On diminuait les budgets militaires parce que ça y était, et la paix universelle s'installait. Dernier élément, une confrontation qui pour moi est assez fondamentale, en ce sens qu'elle touche à nos valeurs les plus profondes, c'est le clivage, le combat même entre le Sud global et l'Occident. Le Sud global, un ramassis de nations qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles, sauf qu'elles nous détestent. Et que leur raison d'être, c'est de dénoncer ce que représente l'Occident aujourd'hui, le système construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et plus généralement les valeurs qui sont les nôtres. J'ai un peu tiqué quand l'un de mes anciens collaborateurs, qui a été par ailleurs un très grand ambassadeur, Maurice Courdemontagne, a écrit un livre qui s'appelle « Les autres ne pensent pas comme nous ». Exact.
Les talibans à Kaboul ne pensent pas comme nous sur l'égalité entre les hommes et les femmes. L'Arabie saoudite et l'Iran, que je rapproche audacieusement, ne pensent pas comme nous sur la peine de mort. La Russie ne pense pas comme nous sur la liberté de la presse. Et j'écoutais récemment Xi Jinping qui expliquait à la télévision chinoise ou internationale la conception chinoise des droits de l'homme. Parce qu'il y a une conception chinoise des droits de l'homme et des libertés fondamentales inscrites dans la constitution chinoise. Il expliquait que ce n'est pas la même que la nôtre. Les droits de l'homme, là-bas, c'est la priorité de la prospérité collective sur les libertés individuelles. Voilà. C'est un fait. Quelles conséquences devons-nous tirer de cette espèce de divorce qui s'est installé entre ce que nous croyons comme fondamental et ce que pensent les autres? Faut-il renoncer? Faut-il nous excuser? Ou bien faut-il rester fidèle à notre idéal universaliste, à condition maintenant de comprendre qu'il est tout à fait vain de chercher à l'exporter par la force? On a essayé la colonisation, nous allions apporter la civilisation au monde, ou par des interventions militaires, Irak ou autre. Ça, c'est fini. Ce prosélytisme guerrier n'est plus acceptable et n'est plus à notre portée. Quelle solution? Alors là aussi, je retombe dans la naïveté, l'exemplarité. Essayons de montrer qu'on est plus heureux en démocratie qu'en dictature. Et ça, c'est le défi qui est posé à l'Europe. Et je voudrais terminer par là, car au centre de cet affrontement, il y a l'Union européenne. Dans le bras de fer avec Poutine sur l'Ukraine, il ne s'agit pas simplement du devenir territorial de la Crimée ou du Donbass, ni même du risque d'extension de la guerre à d'autres territoires voisins. C'est la liberté dans nos démocraties qui est en cause. L'Union européenne n'est pas pour moi simplement un grand marché, ni une monnaie unique. C'est une communauté de valeurs. Et nous l'avons inscrit dans les traités, ça s'appelle la Charte des droits fondamentaux, qui repose sur la dignité de la personne humaine comme socle fondamental et le respect des libertés. Voilà ce que c'est que l'Europe, même si aujourd'hui elle évolue dans des directions aussi importantes comme celle d'assurer sa propre sécurité. Ces valeurs, je l'ai dit, ne sont plus consensuelles sur la planète. Ça me rappelle ma dernière discussion avec Robert Badinter, quelques temps avant sa mort. Il me disait, oui, elles sont plus consensuelles, mais ne renonçons pas à leur caractère universel. Nous sommes porteurs de cet universalisme qui est la marque de fabrique de notre Union. Et chercher à en convaincre nos concitoyens en travaillant à une forme de réparation morale et intellectuelle des esprits fatigués ou résiliés, c'est peut-être un défi que nous devrions nous lancer pour les temps qui viennent. Je voudrais conclure en essayant de vous faire partager 3 convictions qui, toutes les 3, vont totalement à rebours de l'ère du temps. Je suis complètement à contre-courant. Mais bon, j'assume. Après le Conseil constitutionnel, il n'y a plus rien. Voilà. D'abord, un plaidoyer pour l'engagement politique. C'est un peu un plaidoyer pro domo, je le conçois. J'ai dit tout à l'heure quelle était la réputation épouvantable des hommes politiques. Dans la hiérarchie des valeurs, quand on interroge les gens, quelles sont les corporations, les métiers pour lesquels vous avez de la considération ou de l'estime? Les politiques arrivent en dernier lieu, juste avant les prostituées, et à peu près à égalité avec les journalistes, ce qui parfois me rassure, pardon. C'est moi. Je pense que cette réputation détestable est injustifiée. Il y a certes des brebis galeuses en politique. Et en ce moment, il y a quelques exemples, paraît-il, si j'en crois la télévision. Mais il y a des brebis galeuses partout. Il y a des notaires véreux, il y a des médecins charlatans, il y a des entrepreneurs escrocs, il y a des contribuables fraudeurs, etc. Et ça n'est pas une raison pour jeter le discrédit sur une corporation tout entière, parce que j'ai la conviction, pour bien les connaître, depuis longtemps, que les hommes et les femmes politiques sont mus fondamentalement par le souci de servir le bien public et de servir les autres. Et c'est pour ça que quand je rencontre des jeunes gens qui viennent m'interroger en me disant « on a envie de faire de la politique, qu'est-ce que vous nous conseillez ?» Je leur dis « allez-y, ça va être difficile. Vous allez avoir une gestion de votre temps difficile, y compris pour votre vie de famille. Vous allez devoir subir l'hostilité de vos concitoyens, souvent, parfois maintenant, la violence physique, puisque les choses se développent, hélas, dans ce sens.
Et puis vous ne ferez pas fortune si vous êtes honnête. Mais allez-y parce que... oui, mais ça arrive, hein, qu'il y ait des gens honnêtes. Allez-y parce qu'au total, c'est en tout cas ce que j'ai écrit dans mon dernier livre, bah, vous vous direz que vous avez été utile, que vous avez servi quelque chose, que vous avez servi le bien public. Peut-être plus en étant maire qu'en étant ministre, mais ça, c'est une autre affaire. Deuxième message à contre-courant, j'aime beaucoup faire l'éloge de la vertu de modération. Alors là aussi, je ne suis pas dans l'air du temps. Comme on dit aujourd'hui, mainstream, c'est ça. L'air du temps, c'est l'hystérie, c'est la violence, c'est l'insulte. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Ça a toujours été le cas. Il y a toujours eu des débats virulents à l'Assemblée nationale, sauf qu'aujourd'hui, ils sont immédiatement conduits sur les réseaux sociaux à des millions d'exemplaires. Montesquieu, là encore, je le recite, pardon, c'est une obsession, dit « Le plus facile, c'est de monter aux extrêmes. Ce qu'il y a de beaucoup plus difficile, c'est d'écouter les autres, de faire fonctionner sa cervelle et sa raison, de prendre le temps de décider. Combien de fois il m'est arrivé de dire la nuit porte conseil et de ne pas avoir le lendemain matin ce que j'avais en tête la veille au soir. Ce qui ne signifie pas la mollesse. Quand on dit je suis un modéré, on vous dit c'est un mounon. C'est pas la procrastination non plus. Ça permet d'aboutir à des décisions, mais à des décisions mûries, équilibrées, qui sont finalement mieux acceptées que des décisions prises sous le coup de l'émotion. Donc, la modération, lisez ce joli petit livre d'un journaliste qui s'appelle, Jean, c'est son prénom, Birnbaum, qui s'appelle « Le courage de la nuance », qui est tout à fait délicieux. C'est une monographie d'un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont restés des esprits libres. Il cite Bernanos, Camus, Hannah Arendt et quelques autres. Enfin, troisième plaidoyer, là aussi à contre-courant de l'ère du temps, un plaidoyer pour la confiance dans l'avenir et pour un mot que je n'ai pas vu tout à l'heure dans votre nuage, espérance. Il y avait le mot espoir, en tout petit, mais il n'y avait pas espérance. Je mesure que parler d'espérance par les temps qui courent est un peu audacieux. Tous les jours, dans les médias, qui ne sont que la caisse de résonance finalement, souvent de nos intellectuels, il n'est question que de déclin, de décrochage, d'affaissement de la France, de la sortie de l'histoire, pas trop ce que ça veut dire, sortons de l'histoire, de la décadence de l'Occident, etc. Et il est vrai que les nuages à l'horizon sont bien noirs. Eh bien, je ne vais pas me lancer dans la pesée du pour et du contre des arguments qui militent dans la confiance ou dans le désespoir. J'emprunterai simplement ma réponse au grand rabbin Corsia dans une interview récente. On lui demandait « Donnez-nous des raisons d'espérer ». Et il répondait « Il ne faut pas chercher de raisons d'espérer. L'espérance est un devoir. Espérer, ça consiste à reconstruire un horizon. » J'ai trouvé ça magnifique. Et je renforce cette citation par une autre, qui est celle d'un écrivain, lui, alors chrétien et catholique, militant, Charles Péguy, qui a écrit un magnifique poème qui s'appelle « Le porche du mystère de la deuxième vertu ». Il fait parler Dieu, qui est un peu ambitieux. Enfin. Et Dieu regarde les êtres humains, il dit « La foi, la charité, ok, je peux comprendre. » Il y a un truc que je ne comprends pas bien, enfin c'est moi qui traduis, là, c'est pas comme ça que Péguy écrit, c'est l'espérance. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas, cette petite espérance qui n'alerte rien du tout, cette petite fille espérance immortelle. Voilà, et c'est mon dernier message, que vous croyez en Dieu ou pas, cultivez la petite espérance immortelle. Une petite espérance et un grand monsieur. Merci beaucoup Alain Juppé de ce partage pour ouvrir ce colloque. Alors, on a bien noté votre devoir de réserve. Je suis sûr que vous allez me pousser à le transgresser. Alors, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Christian Petit-Fils. Et il écrit beaucoup d'ouvrages et de biographies, en particulier de grandes personnalités de l'Ancien Régime. Et il en a publié une sur Louis XIV, dont il disait qu'il avait pour particularité d'user de la dissimulation et du coup de théâtre.
Ça vous rappelle quelque chose, là, de récent? J'aime beaucoup l'histoire. Je pense qu'il faut vraiment approfondir la connaissance historique de nos jeunes. Louis XIV est un personnage absolument fascinant qui mérite qu'on le connaisse mieux, comme vous m'invitez à le faire. De là à projeter sa méthode de gouvernement sur l'actualité, je vous ai expliqué pourquoi je ne m'embarquerai pas sur cette mer des périls. Oui, la dissimulation. Un autre homme du grand siècle, le cardinal de Retz, expliquait qu'on ne sort de l'ambiguïté qu'à ses dépens. Donc c'est vrai que gouverner, c'est parfois avoir le sens du secret. Tout mettre sur la table à tout moment, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, tweeter matin, midi et soir. Et là, je ne parle pas de la France, je parle de Trump, par exemple. C'est une mode de gouvernement qui, très souvent, trouve ses limites. Donc, un peu de dissimulation, un peu d'art du secret, ça fait partie, effectivement, de l'art de gouverner. Ensuite, comment vous avez dit, la surprise, non? Le coup de théâtre. Le coup de théâtre, ça marche ou ça ne marche pas. À Avignon, en particulier. Oui, ici, ça s'impose. Pas sûr qu'il faille toujours réagir sous le coup de l'émotion. Voilà, ça c'est dit. Et j'apprécie que vous ayez cité le cardinal de Retz, M. de Gondi, avec Simone Berthière, qui a réalisé une biographie qui est étonnante. Je vous conseille de lire ses mémoires, qui sont vraiment très intéressants. Peut-être un coup d'œil de l'autre côté de l'Atlantique, sur cet idéal démocratique, sur ce qui se passe là-bas. Vous avez parlé tout à l'heure d'hystérie, vous avez parlé en termes forts de discrédit des politiques. Votre analyse sur ce qui se passe là-bas? J'aime bien les États-Unis. Vous étiez au Canada, vous avez enseigné souvent au Canada. voyagé, j'étais en Amérique du Nord, j'ai vécu une très belle année au Canada. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre ce qui se passe. Cette violence qui se déchaîne, je ne sais pas si vous entendez les termes qu'utilisent les candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle américaine. Trump, mais Biden aussi. Trump vient de définir Biden comme un tas de M, point de suspension. Et quand il est devant ses juges, il les traite d'escrocs. Donc il y a une violence dans cette société américaine qui n'est sans doute pas nouvelle, qui est peut-être liée à ses origines, j'en sais rien, je ne veux pas faire de la sociologie de café du commerce. Mais ce qui me frappe, c'est que nous connaissons mal les États-Unis. Pour nous, les États-Unis, c'est Boston, New York, Washington, San Francisco et Los Angeles. Mais au milieu, il y a plein d'autres choses. C'est pas le Dakota du Sud, voilà. Par exemple. Et il y a l'Amérique profonde, et qui aujourd'hui est totalement radicalisée et trumpisée, ce qui fait que je suis, comme vous tous, j'imagine, extrêmement inquiet sur ce qui va se passer au mois de novembre prochain, compte tenu surtout de l'affaiblissement du candidat démocrate. Je ne comprends pas non plus très bien comment le Parti démocrate n'est pas arrivé à faire émerger un candidat jeune, enfin, ou moins jeune, mais enfin un peu plus jeune quand même. C'est un formidable parti qui a une grande histoire, avec des ressources humaines considérables. Voilà. Je lisais il y a peu de temps un article d'un politologue américain qui dissertait sur la crise de la démocratie française. J'avais envie de lui écrire. Une autre question qui me vient à l'esprit par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Mentir, dire au peuple ce qu'il veut entendre, même si c'est faux. Oui, c'est la définition du populisme, qui est aujourd'hui un peu... qu'on confond avec populiste et populaire. C'est pas la même chose. Hein. Être près du peuple, mais tromper le peuple, c'est pas la même chose. Et donc, on a des exemples historiques très nombreux de ces discours populistes qui ne mènent à rien. J'ai quelques doutes aujourd'hui sur ma lucidité politique, mais j'écoute avec beaucoup d'intérêt Robert Ménard sur les chaînes de télévision en continu. Le maire de Béziers. Le maire de Béziers, qui est un esprit libre, ancien président de Reporters sans frontières, mais qui est plus ou moins Front National selon les périodes, tantôt RN, tantôt LR. Alors il expliquait avec un cynisme extraordinaire, mais qui peut croire que le RN appliquera le quart du début du commencement de son programme ?
Mais c'est pas fait pour ça. Voilà, bon, c'est fait pour gagner, puis après on fait autre chose. Parti d'opposition versus voilà. parti de gouvernement. Alors je ne dirais pas que Ménard est un populiste, je viens de dire que c'était un homme libre. Mais enfin, il y a un peu ça dans le populisme, c'est qu'on raconte un peu des choses tout à fait extraordinaires. J'ai quand même au fond de moi, encore, malgré toutes les expériences que j'ai pu faire, une forme de confiance dans le bon sens populaire, cette fois-ci, dans le bon sens des Français. On verra ça dimanche. Réparer l'idéal démocratique, hein, c'était la thématique de votre intervention. Si en corollaire de ce qu'on vient de dire sur le populisme, on parlait de ce terreau qu'ils entretiennent à dessein, de la victimisation. Vous êtes les victimes, il faut vous révolter. Oui, victimisation au niveau intellectuel, victimisation aussi, je l'ai dit tout à l'heure en concluant, victimisation collective. Nous nous victimisons parce que nous sommes en déclin, en décadence, etc. Nous ne sommes plus le centre du monde. Ça va de soi. Est-ce qu'on l'a jamais été? Peut-être, sous Louis XIV, notamment. Encore que la Chine, à l'époque, existait déjà, était un partenaire de l'économie mondiale tout à fait déterminant. Mais bon, nous avons exercé pendant 2 ou 3 siècles, d'abord l'Espagne, puis la France, puis la Grande-Bretagne, puis les États-Unis, une sorte de domination mondiale. C'est fini. Et c'est fini, pas parce que nous sommes en déclin, mais parce que les autres montent. Parce que la Chine se développait, parce que l'Inde, qu'on présente entre parenthèses comme la plus grande démocratie du monde. Encore qu'elle a eu un petit sursaut là quand même. Hein, et les élections récentes ont montré que la toute-puissance de leur Premier ministre n'était pas complètement assurée. Mais c'est quand même une démocratie qui persécute les chrétiens et les musulmans. Donc ce n'est pas un modèle absolu. Donc pourquoi disais-je tout cela? Oui, ces pays émergent, ils montent. Et donc... par vase communicant, nous descendons d'une certaine manière. Mais de là à considérer que tout fout le camp et que tout va mal, non. Nous avons encore un potentiel tout à fait considérable. L'Europe reste la première puissance commerciale ou la deuxième du monde. La France a des atouts formidables dans sa jeunesse, dans sa capacité d'entreprise, dans son esprit d'entrepreneuriat et beaucoup d'autres choses. Donc arrêtons avec cette espèce d'autoflagellation, exercice auquel nos intellectuels prennent part. Oui, j'en citerai aucun, mais enfin c'était catastrophique. Il y en a un qui a fait un jour la liste des affaissements de la France. Alors il y avait 10 rubriques. Il y avait l'affaissement économique, l'affaissement social, l'affaissement intellectuel, l'affaissement je ne sais plus quoi, politique, etc. Et voilà le discours qu'on nous distille matin, midi et soir. Non. Je ne sais pas, ce n'est pas aux chefs d'entreprise qui sont là que je vais expliquer qu'il y a du ressort dans ce pays et qu'on peut faire des choses. Pourquoi est-ce que, moi qui suis moitié espagnol, on voit souvent le verre à moitié plein en Espagne, à moitié vide ici, et on a l'impression, j'en parlais avec Thierry Tuillier, qui était venu, patron de l'info du groupe TF1, il était venu ici, à DPA, je lui ai dit, mais on hiérarchise l'information comment? On a l'impression que le négatif fait vendre. Oui. On peut rêver d'une chaîne... de radio ou de télévision qui ne donnerait que des bonnes nouvelles. Mais créez-la. Alain Juppé, je disais tout à l'heure en vous accueillant que vous avez, et on parlait tout à l'heure de l'ami Jean-Pierre Raffarin, un peu comme vous aussi, cette capacité à être en proximité, sur le terrain, non déconnecté, et en même temps la hauteur de vue, la vision, le décryptage. Ça se perd. On l'a vu avec, alors non cumul des mandats, j'en passais des meilleurs, mais l'élu de terrain prend le pouls de ce qui se passe et se retrouve moins fort dépourvu lorsque le vote fut venu. Oui, ne tombons pas là non plus dans le négativisme. Il y a encore des gens de qualité, hein, y compris en politique. J'entends souvent dire « Ah là là, on regrette ». Le général de Gaulle, on commence par là en général. Ça, c'est un peu dans la rubrique exception. Non, il y a encore des hommes et des femmes qui s'engagent en politique et qui sont des gens de valeur. Je ne sais pas si j'ai de la hauteur de vue dans l'analyse des problèmes. Ce que je peux dire, en revanche, c'est que je ne suis pas hors sol. J'ai été pendant 12 ans élu du 18e arrondissement de Paris, qui est un arrondissement formidable. À la place du Tertre, j'avais pour administrer... la regrettée Anouk Aimé, pas très loin de là, Dalida, Jean-Pierre Cassel, Michel Morgan, c'était génial. Puis au bas de la butte, j'avais la Goutte d'Or. 50 nationalités différentes, un marché aux voleurs,
dans lequel on pouvait récupérer le jour J ce qu'on vous avait volé le jour J-1. Tout cela sous le regard relativement bienveillant de la police, parce qu'elle avait des informations. C'est de l'économie circulaire. Dans le marché. Donc j'ai vécu pendant 12 ans dans ce milieu-là. J'ai passé des soirées entières à discuter avec les associations de quartier, etc., etc. Problème de sécurité, bon, tout ça. Et puis après, j'ai été pendant 24 ans maire de Bordeaux. Bon, si je suis un peu obligé de vous quitter en cours de colloque, vous me le pardonnerez, c'est que je ne peux pas ne pas être à Bordeaux pour l'inauguration du pont Simone Veil. C'est votre bébé, ça, Alain Juppé. C'est mon bébé. Et je tiens à le rappeler demain à tous ceux qui l'auraient oublié à Bordeaux. Voilà. Parce que mes successeurs ont parfois la mémoire courte. Donc, quand je suis arrivé à Bordeaux, j'avais un projet urbain. Bon. Chaban a été maire 48 ans. 48 ans. De 47 à 95, je lui ai succédé à cette date. Ça a été un formidable maire, il a fait des choses fantastiques dans la ville, mais les 10 dernières années, il était malade et fatigué, c'était les années de trop. Et j'avais une obsession de ne pas faire le mandat de trop. C'est pour ça que j'avais décidé de ne pas être candidat de toute façon en 2020. Mais je reviens à mon projet urbain initial. J'avais 2 idées simples, doter la ville d'un mode de transport moderne. Et le tramway. Là, voilà, j'ai trahi une promesse. Chaban m'avait dit: Alain, vous ferez un métro. Je lui ai dit oui, monsieur le président. Et puis je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Donc on a fait un tramway qui est un grand succès. Et puis surtout, mon idée, c'était de réconcilier cette ville avec son fleuve. Elle avait tourné le dos au fleuve, le port était parti à l'extérieur, les quais étaient infréquentables. Et aujourd'hui, les quais de Bordeaux, je ne vais pas vous parler de Bordeaux parce qu'on y est pour la journée, les quais de Bordeaux sont redevenus un lieu de convivialité. Il y a peu d'opérations d'urbanisme qui font l'unanimité. Celle-là fait l'unanimité. Vous avez fait ce qu'a fait la mer de Valence en Espagne. La ville tournait le dos à la mer et avec la Coupe de l'Amérique. Oui, mais Bordeaux, c'est beaucoup mieux que Valence. J'imagine. Je faisais un parallèle, un petit parallèle. Et dans ce projet, je voulais faire des ponts. À Bordeaux, faire des ponts, c'est une aventure. Il faut voir que cette ville, qui remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ, a vécu pendant 2000 ans sans pont. La ville médiévale s'était développée sur la rive gauche exclusivement. La rive droite, c'était la campagne. Et on franchissait la Garonne en gabarre. C'est Napoléon qui, le premier dans les années 1820, pour envoyer ses troupes en Espagne, s'est dit il faut faire un pont. Il a fait un pont. Et à l'époque, ça a pris 2 ans. Bon. Et après, plus rien jusqu'à la fin du XXe siècle. Et c'est Chaban qui fait 3 ponts, le pont Saint-Jean, le pont d'Aquitaine, le pont de la Rocade, etc. Donc je me suis dit, je vais en faire 2. Et alors, on en a fait un premier que vous voyez sans doute si vous regardez la série télévisée Mongeville, où on voit des belles photos de Bordeaux. C'est un pont à travers-le-vente pour laisser passer les paquebots de croisière qui arrivent jusqu'au cœur de la ville. Et puis, il y avait un deuxième pont en amont pour boucler les boulevards, qui, lui, a connu toutes sortes de péripéties. L'entreprise que nous avions choisie est venue me dire, au bout de 6 mois, « Je ne sais pas faire, le lit de la Garonne est trop fragile ». Je dis, mais vous avez fait un dossier d'appel d'offres, non ? Il n'y avait rien dans le dossier d'appel d'offres là-dessus. Bon, enfin, je passe. Donc, j'ai lancé ce projet en 2016-2017 et on va l'inaugurer demain. C'est un pont très différent du précédent. Il est très large en plus. 45 mètres de large. C'est un des ponts les plus larges de France, avec transport collectif au milieu, voie piétonne, grand trottoir. C'est presque Florence. Hein. On peut faire. Oui, mais le Ponte Vecchio n'est pas si large. Hein. Voilà. Et là, il n'y aura pas de boutique. Mais donc voilà, mais on peut y faire des animations. Bon, et demain, on va faire la fête sur... Voilà, excusez-moi, je me suis laissé emporter. Mais tout ça pour vous dire que j'ai eu l'expérience du terrain. Et quand on est maire, c'est la raison pour laquelle, quand vous parlez à un élu, c'est toujours le mandat qui lui apporte le plus de satisfaction. Et c'est celui qui est le plus respecté par nos concitoyens pour 2 raisons. D'abord, c'est qu'on est proche des gens. Quand vous êtes ministre, je ne monterai pas plus haut, et que vous prenez un bain de foule, vous êtes entouré par 5 gardes du corps, le préfet, le sénateur, le député, etc. Donc le contact est un peu artificiel. Quand vous êtes maire et que vous vous déplacez dans votre ville, à bicyclette comme j'en avais l'habitude, là la confrontation elle est directe. Hein, et les gens n'hésitent pas à vous interpeller et à vous dire ce qu'ils pensent. Donc il y a cette proximité avec les gens. Quand je faisais mes conseils de quartier, et j'en faisais tous les mois, pratiquement, je commençais par un long exposé d'une demi-heure sur Bordeaux dans 20 ans. J'ai été écouté avec beaucoup d'attention. Et puis, je vous donnais la parole à la salle. Monsieur le maire, comment expliquez-vous que le trou dans le trottoir que je vous ai signalé il y a 15 jours n'a toujours pas été bouché ? Ça ne me choquait pas. C'était mon boulot.
C'était ça aussi le boulot, c'était d'avoir une vision pour sa ville à échéance de 10 ou 15 ans, mais c'était de s'occuper du quotidien et de choses parfois très prosaïques et très concrètes. Et puis la deuxième satisfaction, quand on est élu de terrain, c'est qu'on voit le résultat de ce qu'on a engagé. J'ai vu le résultat de la transformation de Bordeaux et ça, c'est gratifiant de se dire qu'on sert à quelque chose. Alors que quand vous êtes ministre, vous faites voter une loi et vous êtes viré avant que les décrets d'application de la loi n'aient été pris. Oui, il y a un temps beaucoup plus court. Par rapport à ce que vous dites sur le terrain, on avait eu une thématique dans un précédent DPA, c'était le temps des bascules. Comment vous expliquez qu'il y a eu une bascule à Bordeaux, comme il y a eu une bascule à Lyon? Il y avait un article très intéressant dans Les Échos sur l'effet TGV par rapport à la sociologie de ceux et celles qui votaient dans les grandes villes. L'effet TGV a été spectaculaire à Bordeaux sur l'attractivité de la ville, sur son développement économique, sur son développement touristique. C'est absolument évident. C'est un petit conflit que j'ai avec ma femme, un petit règlement de compte entre nous. Quand je me suis installé à Bordeaux en 95, je lui ai dit, viens, on va s'installer à Bordeaux. Dans 5 ans, il y aura le TGV à 2 heures de Paris. Elle m'a dit, tu as été en décalage de 15 ans. Enfin, c'est pas grave, c'était venu plus tard. Donc il a eu un effet tout à fait considérable. Effet sociologique. Oui, c'est ce qu'on dit. Je n'ai pas vu d'études précises là-dessus. Bordeaux avait 300 000 habitants au début du XXe siècle. Quand je suis arrivé, on était tombé à peine plus de 200 000. La population était partie à la périphérie. On a regagné 50 000 habitants. D'où sont-ils venus? Sans doute, d'ailleurs, de la région parisienne en particulier. Et alors on dit c'est des bobos et c'est pour ça qu'ils votent à gauche. Sans doute. Les dernières élections, et c'est pas propre à Bordeaux d'ailleurs, on le voit, il y a aujourd'hui un clivage extraordinairement spectaculaire entre les grandes villes et ce que certains sociologues ont appelé la France périphérique. À Bordeaux, dans les 3 circonscriptions, dimanche dernier, dans 2 d'entre elles, le score est pratiquement atteint, les candidats de gauche ont fait 49%. Et dans la troisième énumération, où se présente un ministre, le ministre des Comptes publics, Cazenave, il va gagner, mais de peu. Alors que tout autour, dans le Médoc, etc., c'est le Rassemblement national qui arrive en tête. Donc il y a ce clivage entre les villes qu'on a constaté aussi au moment des Gilets jaunes. Bordeaux a été un épicentre de la révolte des Gilets jaunes. J'ai essayé de comprendre pourquoi. Et alors les gens qui venaient de l'extérieur me disent, parce qu'ils venaient de l'extérieur, me disaient mais la ville est trop belle, trop attractive, presque trop riche, encore qu'il y ait des pauvres à Bordeaux aussi, comme ailleurs. Donc voilà, ce clivage existe, c'est vrai, il se traduit dans les urnes. En contrepoint, je cite ma dernière élection municipale, celle de 2014, c'est pas la nuit des temps. La ville avait déjà beaucoup évolué, le TGV était là, et j'ai fait 62% au premier tour. Donc, vous voyez, est-ce que vraiment il y a un basculement total? Peut-être. Et c'est préoccupant parce que il y a ce sentiment, d'un côté, d'être dans le coup, et de l'autre côté, de ne pas être entendu, d'être en complet décalage. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois, dans les micro-trottoirs aujourd'hui, quand on interroge les gens dans les petites villes, on ne s'occupe pas de nous, on ne nous considère pas, on nous méprise, on nous oublie. Et il y a là quelque chose de profond contre lequel il va falloir lutter efficacement. Une histoire française, je vous conseille, paru chez Talandier, votre dernier ouvrage. C'est un très bon livre. C'est certain. Qui a une question à poser à Alain Juppé? On est en proximité, profitez-en. Je vais m'approcher de vous avec le micro. Merci Jean-Michel. Merci de vous présenter et on vous écoute. Allô. Voilà. Bonjour, Marc Guiraud, Newstalk. Dans le panorama que vous avez fait, vous n'avez pas parlé de l'ONU. Et j'aimerais avoir, si possible, votre analyse sur le positionnement de l'ONU par rapport aux valeurs, justement. J'ai dit tout à l'heure que le multilatéralisme était en crise. J'ai pris l'exemple de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui est paralysée. J'aurais pu citer l'ONU. Le Conseil de sécurité des Nations unies, aujourd'hui, est totalement paralysé par le jeu des vétos. Vous avez vu que sur
la crise au Proche-Orient, il a été très difficile de faire prendre des décisions par le Conseil de sécurité parce qu'un coup c'était le veto américain, l'autre coup c'était le veto russe. Donc aujourd'hui, les injonctions du Conseil de sécurité, les résolutions du Conseil de sécurité n'émeuvent absolument pas M. Netanyahou. Il n'en tient strictement aucun compte. Donc on peut dire que le système qui a été construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale est aujourd'hui complètement en panne. Et non seulement il est en panne du fait de ses dysfonctionnements internes, mais parce qu'il est contesté. Et l'objectif des BRICS, notamment de l'Inde, non, surtout de la Chine, pardon, de la Russie, c'est de contester ce système parce qu'ils considèrent que l'Occident, il y a trop de place. C'est vrai au FMI, c'est vrai à la Banque mondiale, c'est vrai à l'ONU. Donc ils sont en train d'essayer de construire un système alternatif dans lequel ils auraient la main, évidemment. Et c'est évidemment très préoccupant parce que l'alternative au multilatéralisme, c'est quoi? C'est le nationalisme et c'est la guerre. Je cite assez peu souvent François Mitterrand, dont j'ai été pourtant le ministre des Affaires étrangères, mais il a dit dans une formule très simple, le nationalisme, c'est la guerre. C'est vrai. De Gaulle n'était pas nationaliste. Vous connaissez cette distinction fameuse entre le patriotisme et le nationalisme. Le patriotisme, c'est l'amour de soi, le nationalisme, c'est la haine des autres. Moi, ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est cette idée qu'il faut se refermer sur soi-même. Voilà, qu'il faut fermer les frontières, il faut reconquérir notre souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté, dans le monde interdépendant du XXIe siècle? Si vous définissez précisément la souveraineté, ça consiste à se débrouiller tout seul sans avoir besoin des autres. C'est une vue de l'esprit, totale. La souveraineté alimentaire, dans un pays qui exporte 98% de son cognac, la moitié de sa production viticole et une grande partie de sa production de céréales. Enfin bon, on est dans un monde interdépendant. Qu'on garde notre liberté de décision, notre capacité de décision, notre autonomie de décision, oui, et l'Europe en particulier. Et si nous avons un moyen de conserver cette autonomie et cette liberté de décision, c'est pas tout seul, c'est au niveau européen. La réponse à tous les défis qui sont devant nous, le défi climatique, le défi migratoire et démographique, le défi numérique, qui est aussi un défi, avec des perspectives de progrès fantastiques, mais des risques également très graves, tout ça ne peut se réguler qu'ensemble, au niveau européen, pas entre nos frontières. Et c'est ça qui me préoccupe le plus dans ce qui se passe, pardon, je vais trahir mon devoir de réserve, mais dans ce qui se passe, c'est qu'on risque de détricoter ce que nous avons mis 50 ans à construire. Parce qu'il ne faut pas croire ceux qui vous disent « je suis pour l'Europe, mais une autre Europe ». Quelle autre Europe, hein? Autre question. Et après, je vous passe la parole. Sylvia Di Pasquale, Groupe Figaro. Monsieur Juppé, on a entendu votre ardent plaidoyer pour l'engagement politique, également votre espérance, l'expression d'une espérance. Est-ce que vous pensez que les entreprises ont un rôle à jouer dans la réparation de l'idéal démocratique? Oui, bien sûr. Alors on oppose souvent démocratie et entreprise. C'est vrai que dans l'entreprise, il y a un patron. Il n'est pas élu. Il a des pouvoirs plus importants peut-être que ceux d'un homme politique ou d'un maire. On avait eu comme thématique, pardon de vous couper Alain Juppé, l'entreprise-providence. Mais en même temps, ce que je constate aujourd'hui dans l'entreprise, c'est un fantastique développement de ces idées qui ne choquent pas le gaulliste que je suis, hein, d'association des salariés, de diversité, la RSE, etc., toutes ces questions, des entreprises à mission qui se fixent d'autres buts que simplement le profit immédiat, mais aussi un but d'intérêt général. Donc je crois que l'entreprise évolue dans son fonctionnement interne et que, sans que les mécanismes soient comparables, on va faire élire les dirigeants des entreprises par les salariés, certains le pensent, mais enfin bon. Mais elle a un rôle à jouer dans la responsabilité, dans le partage de responsabilités, dans le partage d'objectifs d'intérêt général, de service du bien commun, et donc je crois qu'elle peut contribuer tout à fait à la restauration de l'idéal démocratique. Autre question. Oui, merci pour votre intervention. Xavier Ducrest, président France d'Handicap International. De votre point de vue, quelles sont les conséquences de la bascule démographique pour reconstruire le monde de demain? Aujourd'hui, l'obsession qui est partagée un peu partout, c'est l'immigration. Nous sommes submergés par
flux migratoire qui est en train de changer la physionomie de la population française. Alors on veut s'attaquer aux effets. On va augmenter les contrôles, etc., tout ce qu'on voudra. Renvoyer ceux qui sont indésirables chez eux. On oublie simplement de dire que pour renvoyer quelqu'un chez soi, il faut le vouloir, il faut qu'il soit accepté là où on veut le renvoyer. Et je souhaite bien du plaisir à ceux qui veulent obtenir un taux d'exécution des OQTF, comme on dit, des obligations de quitter le territoire français, de 100%. Voilà l'exemple d'un mensonge total. Donc tout ça, c'est traiter les effets, c'est pas traiter les causes. Quelles sont les causes de ces grands mouvements migratoires qui me font penser que le problème, il n'est pas derrière nous, mais qu'il est devant nous? Il y a d'abord une première cause dont je mesure mal les effets, qui est le dérèglement climatique. On va avoir des migrations climatiques, elles existent déjà aujourd'hui. De quelle ampleur? Comment est-ce qu'on les gérera? C'est un défi pour l'avenir. La deuxième raison, c'est les évolutions démographiques respectives. Une Afrique à 4 milliards d'habitants, fin du siècle, et une Europe qui est en train de s'affaisser démographiquement, et pas que l'Europe, la Russie, la Chine même, qui vieillit, le Japon, n'en parlons pas. Donc tous ces pays développés où la population diminue pour des tas de raisons, parce que le niveau de développement fait que les familles nombreuses sont moins nombreuses, que la perte de certaines valeurs aussi accompagne ce mouvement. Bref, je ne vais pas analyser ça, il y a des démographes excellents qui l'ont fait. Donc d'un côté, des pays qui explosent démographiquement et d'autres qui se vident. La théorie des vases communicants, elle joue. Donc on va avoir une pression et on va avoir besoin. Aujourd'hui, c'est quand même très, très spectaculaire d'entendre les patrons des entreprises de construction et ceux de la restauration nous dire sans apport de main-d'œuvre extérieure, on ne fonctionne pas. Bon, très bien. Je ne sais pas si ça vous frappe. Moi, dans Paris, quand je vais au restaurant, je jette un regard sur la cuisine. Il n'y a pas beaucoup de Bretons et de Normands dans les cuisines. Je crois quand même qu'il y a un chiffre officiel qui a été publié il n'y a pas longtemps. Il y a 40% de personnel qui viennent de l'étranger. Donc voilà, il y a ce besoin-là. Comment le gérer? Comment le réguler? Comment faire en sorte qu'on accueille ceux qu'on veut bien accueillir? Et puis, troisième élément qui fait que cette régulation de l'immigration est très, très, très difficile, et c'est la cause profonde, et là, j'ai la solution théorique, c'est les inégalités de développement. Tant que les jeunes Africains n'auront pas de boulot et crèveront de faim chez eux, ils prendront le risque de traverser le Sahel et après la Méditerranée pour venir chez nous. D'ailleurs, les Anglais en apportent la démonstration. Le Brexit, la souveraineté britannique, ils allaient reprendre le système en main. Tu parles. Bon. Et donc, à long terme, la seule solution, c'est d'essayer de réduire ces inégalités de développement et de refaire en sorte que, voilà, ce qui est le rêve de tout être humain, on puisse continuer à vivre chez soi, sans être obligé de partir ailleurs. Donc, pardon de ces généralités, mais je crois que c'est un sujet considérable qui est souvent réduit à des analyses de court terme ou de courte vue. Deux dernières questions, très courtes, réponse très courte. Oui, Charles-Henri, et puis... Charles-Henri Bessard-Desor, professeur émérite THEC. Un des moyens de réparer la démocratie n'est-il pas de s'attaquer à la désinformation, à cette guerre tous les pays que vous avez cités, qui sont des grandes démocraties, qui nous harcèlent par des informations, et les réseaux sociaux, évidemment, et le manque de discernement. Et les fake news. Donc, merci, Charles. Oui, c'est un vrai problème. Bon, on n'a pas le temps de l'aborder en détail. Il faut que... Il y a deux solutions. D'abord, se protéger des ingérences étrangères. Donc, il y a des techniques qui permettent de le faire. Et deuxièmement, s'assurer du pluralisme de l'information chez nous. Et là, il y a quelques inquiétudes parfois aussi. Jacques Delceau... Pardon de vous couper. Jacques Delceau, ADECO. Une question peut-être en forme d'espoir. Le retour des travaillistes au Royaume-Uni récent, Keir Starmer, est-ce que ça nous donne l'espoir que finalement le peuple se ressaisit et repart dans une direction plus vertueuse? C'est une question très intéressante parce que j'avais tendance à dire un peu dans mon propos que ce glissement vers la droite, voire l'extrême droite, était assez général. Bon, l'Italie... l'AfD en Allemagne, etc., etc. Et aux États-Unis, Trump. Il y a quelques contre-signaux positifs. Vous avez raison, il y a la victoire des travaillistes qui est assez écrasante, mais un travaillisme qui s'est recentré. Hein, et ça aussi, c'est relativement... Il est pro-entreprise, hein, lui. Oui, c'est relativement réconfortant. C'est pas LFI. Hein. Pardon. Donc, il y a eu aussi quelques signaux positifs dans l'Europe du Nord, hein, où la gauche modérée a plutôt marqué des points par rapport à l'extrême droite. Donc voilà, rien n'est perdu. Dernière question, Alain Juppé. Les Jeux Olympiques arrivent et il y a une discipline
Ouais, allez, une dernière question. Alors, je vois pas très bien ici. Alors, Stéphane, allez, mais très très vite. Question courte, réponse courte, et Stéphane juste après. Carole Couvert, administratrice indépendante. D'abord, je voulais remercier l'IGS d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous en ouverture de ce colloque, parce que ça donne le ton. Et je voudrais faire avec vous un peu de politique fiction. On ne descend pas dans l'arène, on poursuit la hauteur de vue. J'ai bien entendu votre triptyque redorer le blason de l'engagement politique, modération, espoir. Nous sommes lundi matin, lundi 8 juillet, nous nous réveillons. Vous êtes Premier ministre d'un pays qui doit être réparé. Quelle serait votre première décision pour retrouver le bien vivre ensemble après une période de violence, d'émeutes qui dure depuis des années, depuis les Gilets jaunes? Comment redonner de l'espoir ensemble et comment être à nouveau fier de cette France multiculturelle qui a de nombreux talents? Les Français sont capables de faire mentir les sondages, mais voilà, lundi matin, quelle serait votre décision? Vous m'avez dit réponse courte. Oui. Donc, joker. Lundi matin, je suis au Conseil constitutionnel. Et nous avons une audience publique. Je vous rappelle aussi que le Conseil est juge du contentieux des élections législatives. Donc ça va nous venir. Nous allons avoir un programme chargé. Donc raison de plus pour me mettre en réserve, en silence radio. Stéphane de Miolis, le directeur général exécutif du groupe IGS. Stéphane. Monsieur le Premier ministre, d'abord merci du cadeau de votre présence aujourd'hui. À travers votre expérience ancienne, votre observation actuelle, est-ce que dans le temps, la dissolution permet la réparation? Bon, j'ai une expérience plus ancienne que celle d'avant-hier. Enfin, 97, je cherche désespérément parmi mes amis quel est le génial inventeur de la dissolution de 97. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Et la situation était très différente à l'époque. Hein. Nous avions une majorité absolue qui me malmenait, mais enfin, bon, on vivait, on faisait des choses. Bon, je ne vais pas refaire l'histoire de tout ça, j'essaie d'expliquer dans mon livre quel est le processus qui nous a conduit à cette solution. À l'issue des élections, il y a eu une majorité absolue, et donc il n'y a pas eu de problème, la cohabitation a fonctionné. On est aujourd'hui dans un contexte radicalement différent. Est-ce que c'était totalement imprévisible? Est-ce que c'était le bon moment? Joker bis. Dernière question, Alain Juppé. Je disais que la période olympique va arriver. Il y a une discipline en France qu'on vient de créer, c'est l'arc républicain de préférence. Vous pratiquez? Non, moi je suis la cible plutôt que le tireur à l'arc. Alain Juppé, merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir Alain Juppé. Merci encore. Plaisir partagé d'avoir été avec vous. Merci encore d'avoir fait le pont entre Avignon et Bordeaux, d'être venu nous rejoindre.